1966, là, quand vous avez créé ce journal, vous étiez animé par quoi? C'était quoi pourquoi vous avez eu l'envie, le besoin de créer ce journal en fait? Bon, nous l'expliquons beaucoup dans les prospectus que nous distribuons aujourd'hui. Moi, j'arrive pour m'installer, je suis médecin avec ma thèse, et à Marseille, à la fin de mes études, la Corse bougeait. Il y avait un mouvement économique, il y avait un mouvement protestataire, mais en gros, le cri, c'était on est abandonné. Il y avait le pont de Casamotte, sa voie unique, qui avait été construit par le génie américain. Il était encore là, à voie unique. Bon, bref. Et quand je débarque, il n'y a plus rien. C'est le vide complet. Alors je cherche à comprendre pourquoi. Puis tout le monde se renvoyant la balle, il me faut un certain temps. Puis finalement, je comprends qu'ils ont tous fait une mauvaise analyse. À qui croyait qu'il suffisait de faire des dossiers économiques sérieux pour que Paris les prenne en compte, à qui croyait qu'il suffisait de crier dans la rue, parce qu'il y a eu des manifestations monstres à l'époque, le mouvement du 29 novembre mettait des milliers de personnes dans la rue, ça suffisait, mais c'était quoi? C'était la demande, le cri, nous sommes les enfants abandonnés du foyer français. C'était pas une analyse politique des réelles causes, des rapports du jacobinisme avec la Corse, dans le contexte de l'époque, de la décolonisation d'ailleurs, où beaucoup de Corses qui rentraient étaient très surpris de voir qu'on continuait dans l'Empire perdu à ouvrir des routes, à faire des hôpitaux et des écoles, alors qu'en Corse on ne faisait rien. Voilà un peu le contexte de l'époque. Et donc on s'est lancé. On l'a sorti d'ailleurs, un petit opuscule fondé le CEDIC, le Comité d'études des intérêts de la Corse, défense des intérêts de la Corse, dans lequel c'était la charte de la défense de l'ethnie corse. En 1964, on fonde donc ce CEDIC, on sort cet opuscule en 1966, et déjà, si vous le consultez, vous verrez qu'il y a toute la problématique déjà d'aujourd'hui. C'est exactement, nous l'avons déjà photographié à l'époque, vous voyez, dans notre tête, parce qu'on a tiré la leçon des échecs des mouvements passés. Donc, on n'était pas pris en compte par la presse, qui était engagée dans des combats claniques et politiques nationaux, droite et gauche, pour ou contre De Gaulle. Hein. Et donc, nous, il fallait qu'on se fasse entendre. Donc, par déduction logique, on dit, il nous faut notre journal. Bon, on m'a démontré tout de suite que je voulais un quotidien, que c'était pas possible, il fallait aligner tant de centaines de millions à l'époque, en francs anciens, mais c'était beaucoup quand même, que je me suis contenté d'un hebdomadaire. Voilà. Et alors, le diagnostic et les grandes idées que vous défendiez, oui. C'était quoi? Eh bien, c'était que la Corse en 62, il n'y avait que 160 000 habitants, tous corsophones à l'époque. Donc, c'était vidé à la Libération comme un réservoir qui se vide d'un seul coup. En 25 ans, c'était vidé. Et on était attiré par l'extérieur pour faire les études, pour le service militaire, et puis surtout pour les promotions, la reconstruction, le plan Marshall, les néons de Paris et de Pigalle faisaient que ça partait par wagon entier. Le bateau servait, c'était l'exode. Donc 160 000 habitants et un territoire complètement sans possibilité d'avenir. Voilà. Donc on défendait quoi? On défendait le développement de la Corse, il faut faire quelque chose pour nous, mais il fallait bien comprendre pourquoi on n'avait rien fait jusqu'à présent. Et deuxièmement, il fallait défendre notre identité quand même, parce que on vieillissait, donc il n'y avait pas de transmission générationnelle de notre culture, etc. Surtout que, alors après tout ça s'est aggravé avec le tourisme, parce que le tourisme c'est l'ouverture, mais quand vous n'êtes pas en capacité d'accueillir, vous vous alignez sur le client. Et vous devenez un peu folklore. Et vous disiez que le diagnostic que vous avez posé là, dans les années 60, il était encore valable aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui a changé? Fondamentalement, non. On a eu beaucoup de progrès. Ce qui a changé, c'est que d'abord, après 50 ans,
l'anniversaire d'Arit, il se trouve qu'il y a une équipe de nationalistes, on dira aujourd'hui, ça englobe un peu tout, qui est aux commandes territoriales et à la mairie de Bastia. Bon, c'est énorme. Il y a quelques années, il y a 3 ans, personne n'aurait misé sur ça. Donc ces 50 ans sont aboutis à être dans cette institution. Mais les pouvoirs qu'a cette institution, les compétences et surtout les financements croisés entre les partenariats de l'Europe, de l'État, des collectivités qui n'ont pas beaucoup d'argent localement, font qu'on n'a pas les moyens d'un vrai développement. Donc, on peut au maximum infléchir un peu, boucher certains trous, mais on ne peut pas structurer un développement d'avenir. Et d'autant plus que les gens sont pris dans l'immédiatisme. Il y a 60 000 personnes en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, ils sont pris dans l'immédiatisme, dans l'assistance, ils ont besoin des lois sociales, etc. Et donc, les pouvoirs politiques doivent répondre d'abord à cette demande-là, qui est une demande en fait individuelle, hein, électorale, en échange. Vous voyez. Donc, on est un peu piégé parce qu'il faut du temps, il faut de l'investissement, il faut du temps, il faut se mettre au travail pour pouvoir dégager des réformes de structures suffisantes qui dépassent le cadre actuel. Il faut davantage de pouvoir, davantage d'autonomie, bien sûr. Il faut davantage de pouvoir pour pouvoir structurer un développement durable, comme on dit maintenant. Voilà. Le PADUC, le fameux PADUC. Et j'imagine que, effectivement, l'arrivée au pouvoir, entre guillemets, de Gilles Simoni à la mairie, puis maintenant à l'Assemblée de Corse, pour vous, c'est un aboutissement? Non? Absolument pas. C'est un début. Nous avons été un préalable. On avait le préalable de ce début. Mais tout reste à faire. Il faut obtenir les réformes structurelles, il faut davantage d'autonomie, c'est à négocier. Nous sommes pour la démarche, je dirais, démocratique, pacifique, donc il faut qu'on convainc davantage de Corses et il faut qu'on fasse un front commun dans nos demandes par rapport à Paris. C'est en train un peu de s'esquisser dans certains dossiers, comme votre presse le relate depuis un certain temps. Voilà. C'est un début. Nous, on était au niveau de la gestation. Et j'imagine que ça doit changer beaucoup de choses, de ne plus être dans le combat contre, oui. Mais d'être dans l'action pour, maintenant. Oui, bien sûr. Mais on était dans le combat contre, mais on ne refusait jamais un dialogue. On a participé à des dialogues, le statut Joxe, j'ai participé avec M. Joxe, etc. Bon, plusieurs d'entre nous ont participé toujours au dialogue chaque fois que c'était possible. Mais on s'est rendu compte, et ça continue, que si on n'a pas une masse de Corses qui partagent pas entièrement nos idées, hein, mais qui sont d'accord sur quelques points essentiels, comme la langue par exemple, comme le développement durable aussi. Bon, si on n'a pas un certain nombre de Corses qui pensent comme nous sur quelques points essentiels, Paris ne peut nous faire attendre tant qu'il veut, hein, parce que nos agitations sur place ne le menacent pas. C'est une mauvaise marque quelque part, surtout qu'avec l'Europe et les actions des députés européens, dont François et moi-même avant, à mon tour, hein, nous avons quand même fait connaître un peu plus. Et puis les gens commencent à connaître. Ils savent qu'il y a des statuts. Ils savent qu'il y a le statut de la Catalogne, du Pays Basque, de la Sardaigne, du Val d'Aoste, alors que quand j'ai commencé, tout ça, on l'ignorait. Il y avait que Paris, c'était le méridien. Après, on avait des œillères pour tout ce qui était latéral. Ouais. Et le journal aujourd'hui, il sert à quoi? Eh bien, le journal aujourd'hui sert à continuer à préparer un peu les esprits dans ce sens-là, parce qu'il est lu quand même. Il est lu. C'est un paradoxe, il est peut-être lu plus par nos adversaires que par nos sympathisants. Parce qu'ils veulent deviner un peu toujours ce qu'on est en train de préparer, où on en est. Bon. Alors, il est lu, il continue donc une sorte de pédagogie en fait, hein, pour nos idées, d'illustrer quand même l'actualité à travers notre prisme à nous,
hein, c'est en permanence, on le fait plus ou moins, mais on le fait. Bon. Et il apporte des arguments, toujours, pour consolider nos idées, à nos propres militants qui sont mieux armés, et par ensuite pour faire leur propagande, on dirait entre guillemets, quoi, voilà. Il sert à quelque chose. Bon. Et puis, nous, on l'expliquera dans la soirée, surtout ce qui nous intéresse, c'est ce qui vient après, c'est-à-dire le vrai début, comme je vous le disais tout à l'heure. Et nous pensons qu'on va regrouper le plus possible de forces, d'abord du côté des nations, comme on dit, hein, le plus possible. Ça se fait. Il y a déjà l'hypothèque de la lutte armée qui est levée depuis un certain temps. Ça a facilité les choses. Bon, ça se fait. Ça va se renforcer, s'il plaît à Dieu. Au moins, il faut travailler à ça. Enfin, du moins, c'est ce que je dis, et je crois que nous sommes plusieurs à le partager. Et à partir de là, à convaincre et à joindre plus de gens. Mais notre démarche, elle ne peut être que démocratique. C'est-à-dire que nous pouvons avancer que si nous sommes encore plus démocratiques que, je dirais, la moyenne du citoyen lambda. Voilà. Et quand je dis démocratique, c'est au niveau du combat des idées, pas forcément au combat du bulletin dans l'urne, qui peut être dévolante quelquefois, comme on l'a vu dans le passé. Voilà. Et dernière chose, vous continuez à contribuer au journal? Moi, j'écris dans le journal un peu. Ouais. Ça, les besoins de l'interrogatoire, bien sûr, mais c'est que vous ne nous lisez pas beaucoup. Sinon, vous devriez le savoir. Non, mais ce n'est pas un reproche que je vous fais.